se retrouve pour un tout nouveau numéro de l'invité de Patrick Lokala sur Télénews RDC, chaîne La Liberté. Aujourd'hui, il y a tant de sujets qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo. Je vais accorder une attention particulière sur des nouvelles nominations à l'Agence nationale des renseignements, ANR, où M. Alex Kabouya Moulamba a été élevé au rang de administrateur général adjoint en charge de la lutte contre, en charge des finances et économie. Bon, je vais y revenir avec le département s'appelle Nouveau département d'intelligence économique et financière, DIEF. Voilà, à la tête de ce département, on a placé M. Alex Kabouya Moulamba. On va y revenir tout au long de cette émission pour tenter de comprendre le rôle que ce nouveau flic jouera au niveau du secteur financier et économique en RDC, là où il y a déjà quelques structures qui opèrent, notamment la CNRF, la PLC et l'Inspection générale des finances, y compris, sans oublier, l'Assemblée nationale qui a le monopole, qui est l'autorité suprême de contrôle, parce qu'elle est au-dessus de toute structure de contrôle au niveau de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une structure de plus dans la lutte contre la malversation financière, ou soit on a quand même récupéré quelques portions de pouvoir dans l'IGF, dans CNRF et dans la Cour de compte, aussi dans APLC, maintenant c'est beaucoup d'agences. On aura le temps d'y revenir sur le profil également de celui qui est nommé, sa proximité biologique avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Va-t-il jouer correctement son rôle ou va-t-il tomber dans l'émotion biologique ou sentimentale? Tout ça, vous le saurez tout au long de cette émission. Il y a des négociations en cours entre la République démocratique du Congo, c'est moi qui l'ai dit, parce que, d'après mes éléments, vous le savez tous, que les chefs des renseignements se sont retrouvés, les chefs des renseignements rwandais, congolais et angolais, se sont retrouvés à Luanda pour discuter sur la situation sécuritaire dans la partie Est. Bien après cela, vous avez tous vu notre ministre des Affaires étrangères, Maman Wagner, qui était face à face avec le ministre des Affaires étrangères rwandais, toujours dans le cadre des échanges, des dialogues, d'où d'ailleurs nous avons eu les cessez-le-feu qui s'observent dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les mêmes questions, les mêmes analyses, mais avec de nouveaux éléments. Eh bien oui, je posais la question à mon invité, d'où viendrait la solution sur cette situation de l'Est, l'approche militaire, diplomatique, ou quoi d'autre? On y reviendra tout au long de cette émission. De nouveaux visages et à la tête du Sénat de la République démocratique du Congo, la Chambre basse avait connu des élections au cours desquelles un nouveau bureau a été élu et aussitôt installé. Il s'agit de Sama Lukonde Kienge, Jean-Michel, de M. Kalala Wakalala, respectivement premier vice-président, Bahati Lukwebo, deuxième vice-président, Mama Rifititi, bon, les noms me semblent un peu compliqués, rapporteur adjoint, Jean-Claude Bayende, et puis nous avons Topin Kabongo qui était le parsec du président Tshisekedi qui aujourd'hui va diriger la questure du Sénat, la questeur adjoint. Bon, le questeur adjoint m'échappe, j'aurai l'occasion de rechercher et vous révéler son nom. Est-ce que la République démocratique du Congo, avec de nouveaux animateurs à la présidence, au niveau du gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, est-ce que notre pays est déjà sur la voie du progrès ou est-ce que nous aurons le progrès que nous espérons tant? Félix Tshisekedi demandait il y a quelques jours la compréhension de la population quant à ce qui concerne l'impact des actions du gouvernement sur la vie sociale des Congolais. Il solidarisait d'ailleurs avec ces peuples qui souffrent tant. L'invité de Patrick Lokala, c'est Alain Bolodjoa Ibola. Alain Bolodjoa Ibola, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité.
Très bien, je rappelle que vous êtes le président du parti politique en gestation Lèvons-nous et Bâtissons. Vous êtes économiste, vous êtes chercheur, vous êtes également politicien ou politique, je ne sais pas. Bon, ça dépend de comment vous allez l'apprécier. C'est avec vous qu'on va analyser ce sujet d'actualité. Mais déjà, Alain Bolodjoa, comment la ville de Kinshasa, juste un clin d'œil, depuis l'arrivée du nouveau gouverneur, est-ce que la situation a quand même changé par rapport à la circulation, par rapport à l'insalubrité, par rapport à l'insécurité? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des lueurs d'espoir depuis que nous avons un nouveau gouverneur à la tête de la ville de Kinshasa? Bon, je préfère commencer à répondre à votre première question. Oui, il y a changement, mais en pire. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de sensationnels qui nous sont offerts par ceux qui sont aujourd'hui dans ces fameux gouvernements provinciaux. Parce que nous nous rendons compte qu'ils sont en train de refaire ou de commettre les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. J'ai vu M. Bumba lancer les opérations de l'assainissement de la ville. En pleine nuit, hein? Ouais. Oui, en pleine nuit, avec de brouettes et des balais. Je me pose la question, quand est-ce qu'il arrivera à toucher un grand nombre d'artères ou sinon un grand nombre d'espaces publics? Parce que nous avons plus de 9000 km². La ville de Kinshasa est une grande ville. Elle est plus grande qu'une province telle que le Kasaï oriental. Et donc, on devait réfléchir à deux fois avant de lancer ce genre d'opération. Je pense que ceux qui ont opté pour le régionalisme constitutionnel dans le maître mot et la décentralisation avaient pris le soin d'anticiper sur toute éventualité. Nous avons voulu à ce que nos provinces soient des entités régionalisées. C'est ce qui fut fait. Dans ces entités régionalisées, nous avons décentralisé le pouvoir. Nous avons des entités déconcentrées et nous avons des entités décentralisées. Dans le cas de la ville de Kinshasa, qui est aussi une province, les communes sont des entités décentralisées. Naturellement, la question de l'assainissement de la ville doit se faire avec la collaboration de communes. Donc le gouverneur donne l'impulsion, donne la vision, et sa vision est exécutée par le bourgmestre de chaque commune. Non, ce n'est pas ça l'esprit de la Constitution. Le gouverneur et les communes travaillent en synergie sur la question de l'évacuation des immondices. Oui, mais je le dis, c'est parce que c'est le gouverneur qui est le responsable de la politique du gouvernement. Non. De la province. Hein? Non. Ce n'est pas ce que veulent les constituants. Les communes sont des entités autonomes. Il y a certaines questions qui touchent au gouvernement provincial et aux entités territoriales décentralisées. Parce que n'oubliez pas que le bourgmestre ont un mini-gouvernement. Les bourgmestres travaillent avec des échevins. 3 échevins par commune. Ils ont pratiquement rang des ministres. Il y a le conseil de communes qui existe. L'assainissement s'est fait au niveau de communes. Mais comme nous sommes dans un cas atypique avec la ville de Kinshasa, naturellement, cela doit se faire avec le commune et on doit mettre en place un programme concerté. Avec le bourgmestre. Avec le bourgmestre. Parce que vous ne pouvez pas commencer. Dites-moi, quelle est cette avenue que lui va balayer chaque jour, sans l'implication des communes? La Constitution reconnaît aux communes le pouvoir de s'impliquer sur l'assainissement. Nous avons des lois qui régentent pratiquement la fonctionnalité de l'État à ce niveau. La loi portant fixation de principes fondamentaux de libre administration de province. Cette loi-là en parle. Nous avons une autre loi, la loi portant composition, organisation
et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec le gouvernement central et les provinces. Il y a de lois. L'assainissement relève de la compétence des entités territoriales décentralisées, de la province et éventuellement de l'État, du gouvernement central. Mais le gouvernement a pour mission de concevoir le plan général sur l'aménagement du territoire. Les provinces ont le rôle, effectivement, de concevoir le programme. Mais attention, cela doit se faire avec le commune. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs phases. Ceux qui vont balayer, ceux qui vont récolter les déchets, qui jonchent dans nos rues, qui sont au niveau de nos maisons, ce sont les communes. Mais le fait seulement qu'il faudrait orienter tous les déchets dans un central, naturellement, ça doit se faire avec l'accompagnement du gouvernement provincial. Les communes récoltent, le gouvernement central entasse et crée le mécanisme d'évacuation. C'est comme ça que cela doit se faire. Mais quand vous voyez un gouverneur commencer à balayer, il veut faire la même chose que ses prédécesseurs, alors que n'oubliez pas, il n'y a pas longtemps, ils ont fait voter à la population de conseiller. C'est-à-dire que la configuration ayant changé, il devait s'adapter à la nouvelle configuration et éviter à faire du sensationnel. Donc bref, on est mal parti fort malheureusement, sur la comme d'habitude, de l'assainissement de la ville de Kinshasa. On espère que nous serons suivis par les collaborateurs du gouverneur pour lui faire parvenir cette réflexion constructive qui peut l'aider à remodeler ses approches pour assainir la ville de Kinshasa. Je vous propose de parler de cas de la dépréciation, de la décrispation politique ou soit de la répression des opinions en RDC. Vous êtes vous-même victime de la confiscation du passeport. Vous avez fait un sit-in tout récemment. Oui. Nous avions suivi. Est-ce que après votre sit-in, la situation a évolué? On vous a appelé, on vous a remis votre passeport. Et si on ne vous l'a pas remis, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, effectivement, c'était le 31 octobre de l'année passée qu'ils avaient saisi mon passeport. Bientôt, ça sera une année. Hein? Oui, oui. J'ai écrit au mois de décembre, je crois que c'était le 5 décembre. Fort malheureusement, il n'y a pas eu d'accusé de réception. Je fais un rappel, pardon, au mois de novembre, le 5, et je fais un rappel au mois de décembre, le 4. Fort malheureusement, même pour la seconde correspondance, il n'y a pas eu d'accusé de réception. Je voudrais peut-être rappeler à ceux qui s'intéressent aux questions administratives, lorsqu'on vous écrit, même si vous n'allez pas réserver une suite favorable à la problématique ou à la question soulevée par la correspondance, l'administration voudrait assez que vous accusiez ne fût-ce que réception. C'est une marque de considération. Et d'élégance. Et voilà. C'est une exigence administrative. C'est ça en fait l'État. Parce que les gens semblent oublier que la colonne vertébrale de l'État, je dirais même le squelette de l'État, ce sont l'administration. C'est l'administration qui donne la forme. Et lorsque vous n'arrivez pas à faire respecter l'administration, cela sous-entend que vous êtes des déviants, mais aussi des délinquants. Voilà. J'ai écrit, ils n'ont pas réagi. J'ai pris la résolution cette année d'écrire à la commission, comment on appelle ça, la CNDH. Ils m'ont appelé au téléphone, mais ils n'ont pas accusé réception non plus. Mais ils m'ont appelé au téléphone une semaine après. Voilà, M. Alain, nous venons de voir votre correspondance. Et c'est tout. J'ai réécrit encore. Cette fois-là, j'étais un peu trop direct vis-à-vis de la personne de DG, parce qu'apparemment, c'est lui qui se comporte en force de progrès. J'ai écrit, et fort malheureusement, il n'a pas réagi. C'est comme ça que je m'étais décidé, déjà dans la correspondance, je l'avais annoncé que je devais manifester. Seul. Pourquoi? Parce que je suis en problème, en fait, je considère la DGM comme une administration. Ce n'est pas un organe politique. Ce n'est pas une revendication politique en tant que telle. Bien qu'il y ait une connotation politique, il y a une motivation politique, mais on ne peut pas aller auprès de l'administration
exiger en politicien. J'ai écrit et je viens manifester devant l'administration. Ils ont envoyé le policier, heureusement qu'il ne m'avait pas directement violenté, mais ils ont voulu m'arracher la banderole que j'avais. J'ai fait passer mon message, il n'y a pas eu de réaction directe. Ce qui est vrai, j'ai récolté beaucoup d'informations par rapport à l'acte posé. Parce que quand je suis arrivé au niveau du bureau, de la maison, il y a des gens qui m'ont appelé. Je travaille à la DGM, voici la situation. Je travaille à la DGM, voici notre situation. J'ai récolté beaucoup d'informations. Mon passeport se trouve bel et bien au niveau de la Direction Générale d'Immigration. Ça se trouve là. C'est dans une enveloppe kaki. Ça se trouve là. Les gens ont vu ça. Mais maintenant, le problème, c'est que personne ne peut trouver un fondement sur le plan technique et sur le plan administratif. Mais qu'on vous le remette tout simplement. Non, ils savent pourquoi. Alors, je connais le nom de la maman citée. Je connais le nom d'un ancien, de deux ministres cités. Je connais le nom du fils d'un ministre qui est aussi impliqué. Et je connais aussi le nom du DG. Alors, je me dis... il y a toutes ces personnes... Tout un réseau. Sont impliquées pour que vous n'ayez pas votre passeport. Effectivement. Vous ne voulez pas quand même les citer. Hein? Non, non, mais je le ferai. Parce que nous devons... Je le ferai. Ça, c'est la langue de bois. Non. Vous avez commencé à avoir peur. Non, non. Nous devons être méthodiques. On ne peut pas combattre un sorcier si on n'a pas la capacité de pénétrer en profondeur, d'entrer en profondeur sur ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Aujourd'hui, non, il n'y a rien en fait. Ils n'ont rien dit. Vous-même, vous reprochez de quoi? Non, mais je me reproche de rien. Si je me reprochais de quelque chose, ça n'allait même pas être la DGM, ça allait être la justice. Je n'ai pas de procès en fait. Je n'ai pas été jugé. Je n'ai pas été condamné. Très bien. Donc, il y a un dossier que je vais dévoiler très bientôt là, justement pour vous dire que vous êtes géré par des sadiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent avoir un pouvoir supraconscientionnel. Attention, si c'était pour m'intimider, vous avez tapé à côté. Parce que vous là, vous qui prétendez être fort, puissant, devrais-je vous rappeler que je n'ai pas peur de votre chef. Je n'aurai pas peur de vous. Je vais vous dévoiler tout ce qui a été boutiqué. Et l'intention n'était pas de saisir mon passeport. L'intention était de m'éliminer. Physiquement. C'était ça l'intention. Vous éliminez physiquement. Alors, la première phase, la DGM met la main sur moi. On me met quelque part. Un service devait venir me prendre pour me mettre au cachot. Et c'est à ce moment-là qu'il devait agir. Mais vous avez tapé à côté. Je n'ai même pas peur de vous. Voilà. Donc l'objectif n'était pas la saisine du passeport, mais de vous assassiner. Ils ont improvisé. Et vous avez tapé à côté. Vous devriez fuir à ce moment-là parce que non, mais on peut pas. Votre vie est en danger. Non, on ne peut pas mourir deux fois. Très bien. On va voir jusqu'où irait cette situation d'Alain Bolodjoa. Mais je vous conseille d'aller faire aussi un sit-in au ministère de la Justice. Hein. Pourquoi? Ou de porter plainte contre les DG. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit que je dois vider d'abord au niveau de l'administration. Et vous savez vous pensez qu'il y a encore des étapes qui ne sont pas encore franchies au niveau de l'administration par rapport à la... Non, mais pourquoi refuse-t-il de réserver une accusée de réception? Parce qu'ils savent que si j'ai cet élément, je peux les attaquer au niveau de la Cour de cassation. Parce qu'il n'y a aucune décision qui est prise formellement. Vous allez attaquer quoi? Très bien. Je vais attaquer un agent qui a mal fait son travail. Ça ne va rien résoudre. Le problème, c'est ceux qui ont pris la décision. Mais ils ne veulent pas prendre formellement la décision parce qu'ils savent que s'ils prennent une décision, je peux les attaquer. Alors, pendant que vous exigez l'obtention de votre passeport ou la livraison de votre passeport au niveau de la DGM, il y a pire que ça, Alain Bolodjoa, parce que Pius Romain Roland-Gouy est en cavale. Il est en cavale pour avoir révélé, pour être revenu
sur le contenu de la lettre de Claude Ibalanki et la lettre de Gilbert Kankonde, notre compatriote, est en cavale. Il a peur pour sa vie. Il a fait l'objet de plusieurs filatures et il a décidé de se cacher. Donc il vit dans un lieu caché. Il y a aussi la situation de Claude Machala. Claude Machala a fait plusieurs émissions au cours desquelles il a pris des positions défendant parfois son camp, s'attaquant au camp de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour cela, il aurait été visité, hein? Je n'ai pas la précision, mais après, il a décidé lui aussi de se cacher pour sauver sa peau. Il y a la situation de Mike Mukeba Nkosso qui va totaliser une année, quelques mois en détention sans être fixé sur son sort. Les éléments d'accusation portés contre lui ne tiennent pas debout et il continue à plaider pour qu'il obtienne sa libération, bien son acquittement. Jean-Marc Kabunda, lui, a été condamné et poursuit toujours sa détention au niveau de la prison centrale de Makala. Mondero Simba, pour en finir, avait obtenu, on va dire libération, non, il est parti de la prison pour une résidence en résidence surveillée. Vous vous rappelez qu'à l'époque, il était assigné en résidence surveillée, mais à Makala. On se posait la question, depuis quand vous assignez quelqu'un en résidence surveillée, mais vous le gardez à la prison? La prison était-elle devenue une résidence surveillée? Mais au moins, on est revenu au bon droit. Et il a quitté depuis, je crois, avant-hier, la prison centrale de Makala. Il serait quelque part en résidence surveillée. Voilà. Là, c'est Kabund. Et, ajouter à cela, l'attaque de la résidence des mamans Olive Lembe Kabila, la famille Kabila, et puis il y a eu des condamnations. Voilà. Voilà en général l'état de la répression au Congo. Est-ce que c'est pire que sous Kabila ou c'est en voie d'être sur ce qui était vécu il y a de cela quelques années? Alain Boulodjoa, vous avez entendu la situation de vos compatriotes et moi? Non, mais je leur dis courage. N'est pas l'habitude à chaque fois de... Vous, on a juste bloqué les passeports, hein, mais les autres sont en cavale. Oui, mais parce qu'ils le veulent. D'autres en prison. Oui, je préfère être en prison qu'être en cavale. Parce qu'ils le veulent. Vous devez affronter certains événements politiques. Parce que c'est vrai. C'est vrai que nous avons des femmes, nous avons nos enfants, nous avons une famille à protéger. Mais pourquoi fouillez-vous en fait? Vous devez vous assumer. Même si la menace est réelle, vous ne devez pas... Non, fouiller. Mais la menace sera toujours réelle. Ne pensez pas que ces gens-là qui vous menacent sont des super-hommes. Ce sont des humains. Vous pensez que pour qu'on vous arrête, on doit vous alerter 5 minutes avant. Ce que vous dites, ce que vous faites contre le fameux, ce que vous appelez, et nous appelons abusivement le régime. Ne pensez pas qu'ils ne complotent pas contre vous. Mais vous savez quoi? Ce sont des humains. Ils ont aussi des limites. Vous devez les affronter. On peut vous menacer, certes, mais ne baissez pas le bras. Parce que chaque fois quand vous fuyez, ils savent qu'ils vont commencer à vous menacer et vous allez fuir. Ce n'est pas intéressant. Vous devez prendre des mesures justement pour vous protéger, mais ne fuyez pas. Entre fuir et la prison, vous préférez quoi? Je préfère la prison. Parce que peut-être les gens ne le savent pas. On m'avait déjà dit qu'on allait m'arrêter dès mon retour à Kinshasa. Ils ont dit par les médias que j'avais fui, j'avais demandé l'asile politique. Je suis revenu. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous aussi, vous avez participé pour que je traverse la frontière au niveau de Kinshasa. Parce que lorsque j'ai lancé les alertes, vous les avez relayées. Et ce qui a fait qu'au lieu de me prendre moi, ils ont préféré prendre mon passeport. Alors, nous devons les affronter. C'est vrai qu'il y aura certains d'entre nous qui vont perdre la vie, mais je pense que c'est ça l'essentiel du combat. C'est ça le prix? C'est ça le prix à payer, parce que nous ne donnons pas l'impression que chaque fois quand on sera secoué, on va fuir. Alors, le peuple fera quoi? Très bien. Très bien, Alain Boulodjoa. On va dire un mot sur des nominations à l'ANER.
mais ce n'est pas la... ce ne sont pas tous les noms qui nous intéressent, même si il y a une grande représentation, une forte représentation d'un espace linguistique. On ne va pas y revenir pour ne pas être indexé sur... parce qu'ici, quand vous dénoncez le tribalisme, c'est vous les tribalistes. Ah. C'est ça, malheureusement. Mais on va revenir sur la nomination de M. Alex Kabouya Moulamba. Il est l'administrateur général adjoint de l'ANER, chargé de diriger le nouveau département d'intelligence économique et financière d'IEF. Qui est-il? Notre confrère Steve Wemby est revenu sur le parcours de M. Alex. Qui est Alex Kabouya Moulamba? Nommé lundi soir à l'Agence nationale de renseignement comme chef du nouveau département d'intelligence économique et financière d'IEF. C'est un homme intelligent et cousin direct du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est le fils de Feu et Génie Chika Wamulamba, la jeune sœur de Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Alex Kabouya Moulamba, qui a immortalisé la photo de sa mère, de sa défunte maman, sur sa page X, ex-Twitter, a aussi son jeune frère dans le nouveau gouvernement provincial de Kinshasa, le ministre de l'Intérieur, Thierry Kabouya Chitenga, ancien ministre des Infrastructures de Gentilini Bilambaka. En 2018, Alex Kabouya avait battu campagne pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre du regroupement Cash, il a fait partie des communicateurs du nouveau président de la République peu après son investiture en 2019. Un membre de famille nommé, un membre direct, nommé AGA de l'ANER, chargé de l'intelligence économique et financière. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas surpris parce que nous avions déjà l'information bien avant. Qu'il serait nommé? Non, que tous ceux qui ont été nommés là les seraient effectivement. Mais si vous prenez dans la configuration, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement le souci de promouvoir la tribu, parce que ce n'est pas seulement là-bas, il suffit aussi de voir ce qui s'est passé au niveau du Sénat. Vous allez vous rendre compte que le Kasaï oriental veut se positionner dans tous les postes stratégiques. Il cherche à tout prix soit à maîtriser la personne ou sinon à placer les leurs. Et c'est ça la politique qui caractérise M. Félix Tshisekedi. Parce qu'au niveau de Kinshasa, lorsque nous parlons tribalisme, on semble mélanger le Lulua et le Luba. Alors qu'en réalité, dans le fait, vous allez vous rendre compte que l'ancienne Kasaï occidentale n'a pas une forte représentation au niveau institutionnel, mais c'est plutôt le Kasaï oriental. Mais dans le Kasaï oriental, il y a effectivement des gens de la même tribu, du même territoire qui se retrouvent pratiquement dans tous les postes. Tenez, au Sénat, si je ne m'abuse pas, il y a 2 ou 3 ressortissants du Kasaï oriental. Il y a Kalala Wakalala, premier vice-président du Sénat. Il y a Topin, Mukenge Chai. Il y a un autre là dont les noms m'échappent. C'est-à-dire que c'est ça en fait la logique. Et pourtant, quand le constituant fixait le principe de la représentativité des provinces, on voulait assez qu'on ne retrouve pas dans un même espace politique les gens d'une même tribu, d'une même province. C'était ça l'idée au départ. Mais ce que nous vivons, ce n'est pas ce que nous avons voulu. Et pourtant, la Constitution, c'est un pacte social. On ne veut pas respecter cela. On privilégie la tribu au lieu de privilégier la compétence. On ne voit que les intérêts d'une tribu. Lorsque vous prenez en termes de disparité d'investissement, l'État investit plus à Mbuji-Mayi qu'à Kananga, que dans d'autres entités du Grand Kasaï. Ça crée des frustrations. Le fait de le dire ne fait pas de nous des tribalistes. Nous sommes en train de vous rappeler le grand principe édicté dans la Constitution. Et je crois que c'est l'une des raisons qui ont conduit Mike Mukebai en prison. Ah, nous arrivons encore au niveau de l'ANER. S'il vous plaît, je vous rappelle les noms. J'ai tous les noms maintenant, excusez-moi.
il y a l'AGA. L'AGA, c'est Monsieur Alex Kabouya. L'AGA, un autre AGA, Monsieur Kalambay Mpoy Joseph, administrateur, tout ça, chef de département des services intérieurs. Mwenze Kimbere, lui, administrateur, chef de services extérieurs. Nyembo Ntumba Augustin, administrateur, chef de département d'appui. Mambwa Bois, Zéro Philemon, administrateur département intelligence économique. Kabouya Moulumba Alex. Ça, c'est la tribalisation en outrance. Ça, c'est à l'ANER. Non, mais effectivement, c'est la tribalisation en outrance. Vous savez, sur les 5 personnes nommées, 4 sont de la même zone linguistique. C'est quand même surprenant. Et c'est à l'ANER. Non, mais c'est quand même surprenant parce que si vous lisez très bien les dispositions pertinentes, que ce soit de la Constitution et même de lois qui organisent certaines entités ou certaines structures de l'État, on exige assez que l'on tienne compte de la représentativité des provinces, que ce soit dans l'armée, dans tous les services spécialisés. C'est un impératif, c'est une obligation. Alors, dites-moi un peu, pourquoi devons-nous tous aller dans l'armée pour être des soldats des rangs afin de défendre la patrie, mais lorsqu'il s'agit de postes de prestige, on choisit la tribu? Pourquoi, pour se battre, prendre les armes, aller se battre contre l'ennemi, les soldats des rangs tiennent compte de la représentativité, ouais. Mais lorsqu'il s'agit de postes de commandement, on ne prend que la tribu. Je connais un peu bien l'ANER, parce que je prends le temps de lire le décret. Ce n'est pas une question de confiance. Non, mais la confiance ne vous exige pas de violer les grands principes de la représentativité. Vous pouvez avoir des gens de confiance des autres tribus. C'est possible. Ne donnez pas l'impression qu'on nomme au niveau de l'ANER que des gens de confiance de la même tribu. Il faudrait aussi élargir le spectre, permettre à d'autres provinces ou à d'autres personnes qui ne sont pas de votre province à y participer. Parce que dans l'esprit de la Constitution, je crois que la Constitution a été suffisamment claire. On ne peut pas exclure quelqu'un d'un poste du fait d'appartenir à une tribu. C'est un fait infractionnel dans la Constitution. Ne me dites pas que dans cette ossature, dans cette organisation de l'ANER, il n'y a de compétences que dans le Kasaï. Vous avez un AG. Il était là, l'actuel AG. Izoum, je crois. Hein. Il était là. Il a été remplacé au nom de la tribu. Après, il est revenu. La personne qui l'avait remplacé avait aussi des liens avec Félix Tshisekedi. C'était au nom de la tribu. Mbelou. Même s'il était de l'ANER depuis longtemps. Non, mais il était de l'ANER. Mais il était qui? Il était Redoc. Non, mais il était Redoc au niveau du Congo central. Mais avant qu'il ne soit là, moi je le connais assez bien. Il était qu'un simple informateur. Il n'avait pas le rang d'un chef de bureau. C'est par la suite qu'il a intégré effectivement l'ANER. Parce que quand il était vice-gouverneur sur le quota de l'opposition de Olenganko et Zaïd Ngoma, je le connaissais aussi. Comment est-il arrivé à devenir Redoc? C'était par rapport aux arrangements politiques. On a fait de lui l'AG de l'ANER. Mais la motivation était quoi? Mpangiame. C'est notre frère. Et c'est lui qui était là. Pourquoi on l'avait enlevé? Parce qu'il est de Bandundu. Il serait en connivence avec Fayulu. Mais vous vous êtes rendu compte que vous avez commis une erreur. Parce que dans l'ANER, comme dans toutes les structures des services spécialisés, on considère par rapport au centre de formation. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les Massoua, ceux qui ont suivi la formation auprès des Russes, ceux qui ont suivi la formation auprès des Allemands, ceux qui ont suivi la formation auprès des Américains. Ils sont de même école, ils se protègent mutuellement. La personne qui est aujourd'hui l'AG de l'ANER, c'est un homme pétri de connaissances, vous n'avez pas idée. Il a suivi un cursus normal. Normal. C'est un agent initié.
C'était l'adjoint de Kalev, je crois. Il est de même rang que François Mwamba et François Beya. De même rang, ils sont des élèves. Ils sont avec... ils sont venus après Papa Nkemalilo. Il y avait Mokolo Ampombo, les Setiyale, de Ngwanda. C'est-à-dire que ce sont des poulains de Ngwanda. Des vrais flics. Des gens qui ont été effectivement formés dans de grandes académies. Ouais. Mais on l'a enlevé parce qu'il était des bandits. Après, ils sont revenus. Ils ont compris qu'ils avaient commis une erreur. Ouais. Alors, le problème maintenant, on donne... revenus. Non, mais attendez, il y a un piège derrière ça. On donne le poste... Il est compétent. Mais on les soupçonne. Mais on les soupçonne. Il faut qu'on mette quelqu'un pour le protéger, pour les surveiller. Mettez quelqu'un. Vous avez mis un informaticien, quelqu'un qui était fort en track. En track ou en tout ça des réseaux sociaux. Mais il n'a rien fait. Nous devons apprendre à comprendre que les services spécialisés sont des services d'intelligence. Il ne doit pas être secoué par des décisions politiques. Parce que le faire, c'est exposer. C'est quoi les services de renseignement? C'est le système immunitaire de l'État. Vous avez un AG, un AGA. Il y avait 3 départements. Le département intérieur, extérieur et d'appui. Après ça, il y avait des directions. Les directions généraux. Il y a les directions généraux, il y a les directions de province. Et après, il y a les antennes. C'est-à-dire que dans l'organisation de l'ANER, on tient compte de la sensibilité. Et toutes les écoles, c'est-à-dire que tous ceux qui ont suivi les formations extérieures doivent y figurer. Parce qu'il y a le contre-espionnage dans l'ANER. Tout un département de contre-espionnage. On prend dans toutes les horizons. Non, dites-moi un peu. S'il n'y a que le Louba, qui viendrait faire un moufouler dans... Pourquoi viendrait-il vous fournir des informations? Parce que vous ne faites pas confiance. Un Moubembe ne viendra pas. Un Lokele, un Topoke ne viendra pas. Un Moussonge ne viendra pas. Parce que vous avez tribalisé. Et pourtant, l'administration doit être neutre. Sur tous les services. Alors, évitez d'amener de frustration parce que ça vous fragilise. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, l'ANER n'a pas pour mission de protéger Félix Sekete. Non. L'ANER a pour mission d'assurer la sûreté de l'État. Félix Sekete en fait partie. Très bien. Mais si vous vous focalisez sur lui, vous n'allez pas bien faire. Parce que qu'est-ce qui va se faire? Ils vont commencer à arrêter des gens. Non, non, c'est pas ça l'ANER. C'est pas ça l'ANER. Bon, très bien. Alors, on va quitter l'ANER et puis on reste toujours avec le nouveau département d'intelligence économique et financière. C'est quoi l'opportunité, Alain Bolodjoa, lorsqu'on sait que nous avons l'IGF, nous avons la CNRF, nous avons l'APLC, la Cour de compte et l'Assemblée nationale qui s'occupent du contrôle? Est-ce que ça valait la peine de créer tout un département au sein de l'ANER pour en fait, bon, c'est mon impression, concurrencer les services qui existent déjà et qui peut-être font leur travail? Bon, en tout cas, c'est que vrai, sur cette question, je suis un peu partagé. En tant que, bon, je ne dirais pas technicien sur des questions de finances publiques, mais en tant que quelqu'un qui s'y intéresse, mais aussi en tant que quelqu'un qui s'intéresse au renseignement ou à la sécurité de manière générale, je pense qu'il y avait opportunité de créer une structure à ces niveaux. Parce que les champs d'action de l'ANER touche sur toutes les questions qui touchent à l'État. Voyez-vous? C'est ça, en fait, l'avantage de l'ANER. L'ANER n'a pas une limite en termes de matière. L'ANER peut aussi s'intéresser sur des questions culturelles. L'ANER peut s'intéresser sur toutes les questions. Même dans la presse. Hein? Même dans la presse, bien évidemment. Il y a des monitoring là-bas. Non, mais bien évidemment. Mais c'est ce qu'ils font, en fait. C'est-à-dire qu'ils prennent des informations. Ils les traitent avec des méthodes bien conçues. Ils les traitent pour en faire des renseignements. Avec intelligence, ouais. On peut utiliser les finances publiques pour déstabiliser l'État. C'est une question sécuritaire. Qui concerne la sûreté de l'État. Qui concerne la sûreté de l'État. On peut procéder par le blanchiment d'argent. On peut financer le terrorisme. Ça arrive. Mais était-il nécessaire de créer un département? Parce que, je dis ici, il y a 3 départements dans l'ANER. Le renseignement intérieur,
le renseignement extérieur et le service d'appui. C'est-à-dire qu'il y a un département d'appui. Je pense par contre que la matière dont on fait allusion doit apparaître dans les directions généraux. Non, mais dites-moi, intérieur, extérieur, appui. Pourquoi créer essentiellement sur les finances? C'est pour des raisons d'efficacité. Non, mais raison d'efficacité, c'est une direction. Plutôt que d'en faire plus. C'est une direction générale. D'encombrer le service d'appui. Ce sont des compétences d'une direction générale. On ne doit pas avoir un département essentiellement sur les finances. Parce que ceux qui font l'extérieur, ils traitent sur tout. Comment l'argent entre, quelles sont les agences utilisées et qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Ils le font. Ils travaillent à l'extérieur. Au niveau intérieur, ils parlent de tout. N'oubliez pas que dans toutes les banques, il y a une représentation de l'ANER. Dans toutes les universités. Dans toutes les entreprises. L'ANER est partout. Dans l'IGF, l'ANER est là. Même dans les cabinets ministériels. Hein. Je vous dis, partout où l'État passe. Sauf ici. Ici où? Chez un privé, chez Patrick Local, là, il n'y a pas l'ANER. Non, mais il n'y a pas l'ANER, mais on peut créer un informateur. On peut m'infiltrer. Ah, mais bien sûr. on peut recruter un caméraman pour voir le mouvement et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'ANER est déjà partout. Lorsque vous créez notre département, c'est une charge de plus. Mais sur le plan administratif et sur le plan de finances publiques, on ne crée pas un département à la fin de l'exercice d'un budget. C'est ça l'aberration de ceux qui sont au pouvoir. Vous créez un département au mois d'août. Ce département doit entrer en fonction. Est-ce que ce département a-t-il une ligne de crédit? Parce que le crédit... On va puiser dans les imprévus. Hein. Non, quels imprévus? C'est pas comme ça que l'État fonctionne. Vous créez un département, il faudrait que ce département soit soutenu par une ligne de crédit. C'est ça les désordres. M. Félix Séké a créé autant de cellules au niveau de la présidence. La lutte contre la corruption, la lutte contre tout ça, le changement de conscience, le changement de mentalité. L'appel, c'est donc quelques membres étaient appréhendés dans une banque, dans une... Non, mais attention, je tiens à vous dire, si vous allez au niveau d'une banque, je ne vais pas citer les noms, ces gens-là sont payés au travers de cette banque. Et ce qui est surprenant, un coordonnateur vous touche 50 000 $ le mois. Coordonnateur de quoi? L'une des structures, cellules créées par M. Félix Séké. Il a rendu un ministre et on lui donne 50 000 $ le mois. Alors pourquoi ajouter d'autres structures alors que celles qui existent déjà, vous n'arrivez pas à le faire fonctionner de manière optimale? J'ai dit ici, il y a des directions des directions générales qui existent dans l'ANER, qui s'occupent effectivement de questions de blanchiment d'argent et tout ça, ça existe. Vous hissez cette direction en département et fort malheureusement, nous sentons qu'il y aura un problème parce qu'il va toucher les finances au niveau international, il va empiéter sur les compétences de deux départements qui existent déjà. Il y aura un conflit. Il y a un conflit de compétences parce que vous n'avez pas changé les dispositions créant de ces départements. Il y a un décret qui existe. Ce décret n'a pas été modifié. Vous l'avez modifié en créant, mais vous n'avez pas modifié les compétences de ceux qui travaillaient déjà. Tout ça pourquoi vous ne voulez pas être initié. On doit vous initier. Voilà. Il est déjà initié. En quoi? 6 ans au pouvoir, vous pensez que c'est moindre? Oh, et vous pensez que tous ceux qui passent 6 ans à l'université sont nécessairement des intellectuels? Très bien. Merci beaucoup Alain Bolodjoa-Ibola. Vous avez compris les nuances sur la création de nouveaux départements à l'Agence nationale des renseignements ANER. Alain Bolodjoa est resté nuancé et partagé. Oui, il faudrait vraiment, il n'y aura pas empiétement, il n'y aura pas un conflit entre les structures existantes sur les finances et l'économie du pays. Mais ça valait la peine d'intensifier au niveau de l'ANER, même si Alain Bolodjoa note avec nous qu'il y aura un conflit administratif parce que on n'a pas modifié les compétences, mais on a seulement créé un département. Voilà en résumé les quelques analyses d'Alain Bolodjoa sur la question. On va aller à l'est du pays, Alain Bolodjoa, et on va faire bref. 3 étapes. Il y a eu les chefs des services de renseignement qui se sont retrouvés en Angola pour aborder la question sécuritaire. Quelques jours après,
les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais, sous la médiation angolaise, se sont retrouvés, et également pour la trêve dans la partie Est. Est-ce que vous savez, ça fait combien de temps aujourd'hui que nous avons cette nébuleuse question du M23? Ça fait pratiquement 2 ans et quelques mois que nous sommes là à tourner, à tournoyer. Soit on est en Ouganda, soit on est en Nairobi, soit on est en Afrique du Sud, soit on est en Angola. Mais bref, ça c'est mon avis personnel. Et prenez-les comme tel. L'approche diplomatique jusqu'ici n'a pas encore porté ce fruit. Je ne le dirai jamais assez. Au front militaire, on n'a fait que perdre. Alain Bolodjoa, je pense que beaucoup de Congolais sont dessus comme moi et croient qu'on ne trouvera pas la solution du jour au lendemain. À ce moment-là, on est devant un mur sur terrain. On ne récupère pas les localités prises. Au niveau diplomatique, beaucoup de revers. On a même reconnu, accepté d'anéantir les FDLR. Et donc, ça devient comme une guerre d'usure. Je répète souvent cette expression. Et qu'il y a des acteurs internes qui eux aussi jouent un rôle par rapport au maintien de ces conflits qui nourrit non seulement des nationaux, des Africains, mais aussi les impérialistes. De qui viendra la solution et comment devons-nous procéder pour y arriver? Bon, moi personnellement, ce n'est pas le fait de voir l'incapacité de ceux qui sont au pouvoir qui me déçoit, mais c'est le fait de voir des Congolais être déçus de l'incapacité de ceux qui sont au pouvoir. Vous vouliez que les Congolais fassent quoi? Non, mais comment pouviez-vous faire confiance à des gens qui sont au pouvoir par de voies scabreuses, des gens qui n'ont pas été préparés à assumer de hautes fonctions? Vous parlez de la diplomatie, qu'est-ce à dire? C'est quoi la diplomatie? Quelle est la perception de l'État de ce que vous appelez diplomatie? La diplomatie, c'est toute une politique. La diplomatie, c'est une option éminemment politique qui résulte de politiques internes justement pour résoudre et anticiper sur des éventuelles crises venant de l'extérieur. C'est ça ma compréhension de la diplomatie. Et voilà pourquoi nous avons créé une administration. Le ministère des Affaires étrangères. Comment ces ministères fonctionnent-ils? Parce que ne donnez pas l'impression que la diplomatie, ce sont des rencontres entre le ministre, des colloques, les chefs de corps. Non, c'est toute une administration. Dans le ministère ministère des Affaires étrangères, il y a un secrétaire général. Il y a des directeurs. Il y a des chefs de division. Il y a des chefs de bureau. Il y a d'autres personnels et même des services d'appoint. Dans le ministère des Affaires étrangères, il y a la NER, il y a la DEMIAP, il y a l'OCC. Tous ces ministères-là qui travaillent, ils sont dans la diplomatie. Tous les ministères sont dans la diplomatie. L'agriculture est dans la diplomatie. L'éducation est dans la diplomatie. Mais comment procédons-nous? Parce que le fait seulement que nous ne savons pas qu'il y a une administration, ça nous fragilise. On considère diplomatie lorsque Félix Tshisekedi reçoit. On considère diplomatie lorsque le ministre des Affaires étrangères se déplace. Mais allez voir comment nos ambassades sont gérées. Parce que nous avons une diplomatie dans le cadre bilatéral, nous avons une diplomatie au niveau de structures internationales, c'est-à-dire dans le cadre multilatéral. Que ce soit dans le cadre multilatéral que dans le cadre bilatéral, ce qui doit se faire, c'est ce que nos ambassades font en réalité. Nos ambassades sont sous-gérées. Nos ambassadeurs n'ont pas été sélectionnés sur base de compétences. Je l'ai dit ici. Le même principe qui était dicté dans le choix des agents au niveau du Sénat, de l'ANER et par-ci, par-là. Nous les ressentons aussi au niveau de la diplomatie. L'essentiel des ambassadeurs sont le membre de famille, sont le beau-frère, le cousin, le cousine, de madame, de monsieur, et ainsi de suite. Nous sommes fragilisés à ce niveau. Nous devions avoir des ambassadeurs pétris de compétences,
des gens qui ont été formés, qui ont une certaine expérience, qui connaissent les vrais enjeux. Et c'est dans la bilatéralité qu'on va résoudre l'essentiel des problèmes. Parce que quand un président se déplace, son agenda doit être géré par un ambassadeur. Il doit comprendre qu'est-ce qui doit se faire. Il va entrer où, il ne doit pas entrer où. C'est en ces moments-là, il a la maîtrise de ce qui se fait. Parce qu'il est supposé connaître les enjeux de ces pays. Parce que dans la diplomatie, nous devons savoir que veut tel pays, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que nous arrivions à atteindre nos objectifs. Mais vous prenez vos beaux-frères, vous en faites des ambassadeurs. Des ambassades qui sont sous-payés, des ambassadeurs qui sont sous-payés, qui ont un problème de mobilité, qui ont un problème de loyer, où l'essentiel de personnel qui sont commis là-bas viennent de partis politiques. Les techniciens qui sont au niveau de l'administration ici ne sont jamais envoyés. Et vous pensez que c'est ça la diplomatie? Supposons que Félix Tshisekedi arrive en France. Il y a séance de travail. Mais après, qui fera le suivi? Il y a un ambassadeur là-bas. Et vous pensez que cet ambassadeur, c'est un homme sérieux? C'est Emengoï Moukena, je crois. Non, mais Moukena, oui, mais il est intelligent. Oui, mais il est intelligent. Ah ouais, mais en dehors de l'intelligence, pensez-vous qu'il est sérieux? Oh, maintenant c'est le sérieux. Non, mais effectivement, ça fait partie des critères. Est-ce que vous savez que dans ces pays, M. Félix Tshisekedi a nommé un ambassadeur en Afrique du Sud? Ce monsieur a été chassé. Il a fait près de 3 ans sans œuvrer. Il n'a pas été accrédité. J'en parlais, personne ne me croyait. Il est où? Il a été chassé. Donc, nous devons repenser les affaires étrangères. Je ne suis pas spécialiste sur des questions diplomatiques, mais j'ai au moins une idée sur les enjeux économiques. Si vous voulez que nous arrivions effectivement à avoir une diplomatie réellement agissante, ou une diplomatie fluide, redynamisons notre administration. C'est l'administration qui va nous aider. L'inefficacité des diplomates congolais vient par le fait que nous n'avons pas une administration diplomatique solide. Solide, c'est clair. Et en face, on a une situation, en face de nous, il y a le Rwanda, il y a l'Angola qui joue la médiation. Est-ce que cela a joué dans la négociation que nous avions engagée il y a quelques jours, non seulement au niveau des services, mais aussi au niveau des ministères des Affaires étrangères? Non, mais je tiens, le Tundula. Notre ministre a reconnu, l'actuel ministre des Affaires étrangères, s'est engagé au nom du Congo à anéantir le FDLR. Donc, tous les engagements signés par l'État congolais, le Rwanda n'a pris aucun engagement. C'est le Tundula qui a signé. C'était à Luanda. Elle n'a fait que renforcer davantage et maladroitement. C'est le Tundula qui a signé. Moi, j'avais fustigé. Quelqu'un me dira, non mais toi tu penses être spécialiste en tout. Toi tu peux te comparer à le Tundula. Non mais attendez, vous voulez quoi? Patrick Lokala, il est journaliste. Quand il pose des questions dans quel secteur précisément? Dans tous les secteurs. Cela ne fait pas de lui un gnosologue. Il est supposé s'informer pour bien poser ses questions. De la même manière, moi je suis politique. Quel est le secteur essentiel pour être politicien? Il faut toucher à tout. Ah, il faut je suis spécialiste sur des questions d'économie et de développement, je le suis. Mais je suis obligé, en tant que politique, à avoir des amples informations sur toutes les questions. Parce que quand je deviendrai président, on va me poser la question, je ne dirai pas, attendez, je vais consulter mes conseillers. Macron, c'est un économiste. Mais il parle de la santé, il parle de la diplomatie, il parle de la défense. C'est-à-dire que nous sommes dans cette logique-là. Il faut connaître peu surtout pour être un bon politicien. Nous nous rendons compte que M. Félix Tshisekedi est plus séduit par des gens qui parlent un bon français. Pourquoi a-t-il fait de Lutundula ministre des Affaires étrangères? Lutundula a signé des accords. Il a reconnu que l'État congolais avait la responsabilité, n'est-ce pas, d'anéantir, de neutraliser le FDLR. Mais je voudrais vous rappeler que les FDLR dont on parle n'est pas répertorié au niveau de notre République en tant que de personnes qui sont venues chez nous. Nous avons par contre le Hutu rwandais dont le statut est le réfugié. Ce sont des réfugiés. Lorsqu'ils traversaient nos frontières en 1994, ils ne sont pas venus en tant que FDLR. Ils sont venus en tant que réfugiés. Et naturellement, au regard de leur statut,
leur sort ne dépend pas de nous. Nous les avons acceptés au nom de l'humanité. Nous les avons accueillis, nous avons cédé notre espace à la chair. Ils ont le statut des réfugiés. On ne peut pas neutraliser les réfugiés. C'est clair. On a déjà accepté. Non, mais vous avez accepté justement parce qu'il y a des gens qui posent des actes par moments insensés et c'est la responsabilité incombe à l'État. Pourquoi voulez-vous avoir la mission de neutraliser les FDLR? Ces gens-là, en 1994, ils avaient quel âge? 30 ans après, pensez-vous vraiment qu'ils ont la capacité de nuire aux intérêts de Rwandais? Quelqu'un qui était militaire à l'âge de 34 ans, aujourd'hui il a 64 ans, a-t-il la force physique pour aller au front? Non, pas du tout. Alors, vous considérez leurs enfants comme des FDLR? Oh, l'FDLR c'était une organisation politique. Aujourd'hui, ce sont des réfugiés. Alors, ce que la communauté internationale devait faire, c'est quoi? C'est les prendre et les rapatrier chez eux. C'était ça notre démarche. Non, voilà, comme nous avons demandé quelque chose au Rwanda, et en contrepartie, nous devons aussi être larges, on doit supporter, en acceptant alors. Mais vous acceptez de rapatrier les FDLR. En même temps, le Rwanda a pris aussi, a obligé à ces fameux gouvernements d'accepter aussi qu'on fasse rapatrier les fameux Congolais. Plus de 300 000 personnes au Rwanda. Alors que la chair n'a jamais enregistré plus de 75 000 Congolais vivant. Pourquoi le Rwanda nous impose toujours ce qu'il veut? Pourquoi il obtient toujours ce qu'il veut? Non, mais justement parce que vous êtes géré par des naïfs. Des gens qui ne veulent pas raisonner, qui ne veulent pas réfléchir. Le Rwanda est suffisamment sérieux pour nous nuire. Nous sommes incapables de nous défendre. C'est clair. Chers amis, si vous ne voulez pas faire la promotion de l'intelligence, vous pensez quoi? Le monde va vous écraser? C'est-à-dire que dans cette affaire, on va accepter tout ce que le Rwanda nous impose. On va signer au nom de la paix. Non, mais c'est ça en fait l'impression. Et ça sera quelle paix? Une fois vous m'avez... quelle paix? Ah voilà, une fois vous m'avez posé, je vous avais dit, entre la paix et la dignité, moi j'ai choisi la dignité. Vous préférez mourir la tête haute, hein? Non, mais je préfère la dignité. De vivre dans l'humiliation. Je ne pense pas que Félix Tshisekedi vaut plus que le Lumumba. Pardon? Je ne pense pas que M. Félix Tshisekedi vaut plus que les cadavres de Lumumba. Je ne pense pas. Je préfère défendre la dent de Lumumba que défendre un monsieur comme Félix Tshisekedi. C'est un problème de choix. Pourquoi Lumumba a imprimé une marque qui a changé toutes nos vies? Mais Félix Tshisekedi est en train de nous ramener vers le bas. Il constitue aujourd'hui une pesanteur. Ce sont des idées. Ce n'est pas... Vous voulez vivre longtemps, pourquoi? Pourquoi voulez-vous vivre longtemps? Vous qui prétendez être chrétien, votre Seigneur Jésus a fait combien de temps? 33 ans. Battez-vous pour des valeurs. Ne vous battez pas pour la longévité de la vie. L'honneur, battez-vous pour les valeurs. L'argent, les femmes. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'État est fragilisé. Mais je voudrais quand même développer quelque chose. Qui vous dit que ça ne fait pas partie du plan? Quel plan? Qui vous dit que Félix Tshisekedi n'est pas en train d'exécuter une mission lui confiée? Quelle mission? La mission de légaliser l'occupation. Martin Fayulu l'avait dit au début du premier mandat. Je l'ai dit aussi. Il est dans le plan. Parce que je ne vois pas comment un Congolais conscient peut-il aller prendre des engagements en faveur du Rwanda contre son État. Mais si l'État est faible, on fait quoi? Non, mais l'État est faible parce que son chef ne mérite pas. Alors, dites-moi, si l'État est faible, quelle est la composante de l'État qui est faible? Le peuple? Si, le peuple aussi est faible. Attention. Il ne manifeste jamais. Non, mais attention. Tolère. Non, je vais vous démontrer quelque chose. Vous avez été avec nous lors du simulacre des élections, la proclamation de... Oui, il y a effectivement une responsabilité là. Il y a Iliès. Mais le peuple a oublié que pendant 5 ans, nous lui avons expliqué que les choses vont très mal. Et alors très mal. Mais ils ont applaudi les résultats. Non, mais je l'ai dit. D'abord sur le plan externe. Donc le peuple a une part de responsabilité. Effectivement. Il faut le dire, Alain Boulogne. Non, je l'ai dit souvent. Il ne faut pas être complaisant. Non, je l'ai dit. Ouais. Le peuple a une part de responsabilité sur le plan interne. C'est sur le plan interne que le peuple a une part de responsabilité. Mais nous parlons là de questions externes. Sur le plan interne, la reconnaissance de l'État ou l'existence de notre État se fonde essentiellement sur 3 éléments, sur 4 éléments. 1. La population.
sur le plan numérique, nous avons plus de 120 millions d'âmes qui vivent dans ces pays. C'est une estimation, oui. Non, mais c'est une estimation. Ouais. 2. Nous avons 2 345 409 km². Un territoire qui existe. 3. Nous sommes supposés avoir une organisation politique. Qu'on appelle le gouvernement. 4. La reconnaissance internationale. Et 5. Le vouloir vivre ensemble. Alors, nous nous ajoutons ça. L'élément essentiel qui nous fait défaut, c'est quoi? C'est l'organisation politique, c'est que vous appelez gouvernement. Pas ce que j'appelle les gouvernements. Non. Il n'y a que ça qui pose problème. C'est-à-dire que le peuple est là. Le peuple est prêt à suivre ce que vous appelez élite politique. Nous avons le malheur d'avoir des invertébrés à la tête du pays. C'est-à-dire que le fait seulement qu'ils ont une vision minimaliste. Les gens se contentent de futilité. Non, voilà, je ne vais plus négocier avec Kagame. Monsieur, qui vous avait demandé de négocier? Il ne veut pas négocier, mais il veut parler avec Kagame. Non, il avait dit qu'il ne va plus négocier avec Kagame, il ne veut plus parler avec Kagame jusqu'à ce que Jésus reviendrait. Non, mais il a évolué. Ah! Il a évolué. Lors de sa dernière sortie médiatique, il a dit, il ne va pas négocier avec Kagame, mais il va parler avec Kagame. Lui demander, tu me veux quoi? Non, mais tu veux ça c'est ridicule. Non, mais attendez, vous pensez que Kagame a des visées sur Félix Tshisekedi? Non, il ne parle pas comme Félix, il parle comme président du pays. Non, mais il parle comme président du pays. A-t-il une idée sur ce que les Congolais veulent? Oui, mais c'est lui le président. Comment voulez-vous? Non, mais on peut être président et ignorant. Alain Bolodja, c'est ridicule. On va conclure parce que la question est tellement abondante. Alain Bolodja, cette guerre continue. Est-ce que vous pensez qu'on aura la solution cette année? Ah, vous parlez en termes d'années? Ou bref, Félix sera-t-il à mesure de résoudre cette crise? Non. Félix Tshisekedi n'a pas l'intelligence situationnelle. Félix Tshisekedi n'a pas la liberté nécessaire pour nous affranchir. Comment un esclave peut-il nous libérer? Comment on s'en sort? On doit les faire partie. Commencer à combattre. Avec ce peuple qui l'a applaudi. Non, mais attendez. Lors de la proclamation de résultats. Non, mais attendez. Ah, mais oui. Nous devons d'abord, nous, élite politique, nous devons créer l'électrochoc. Parce que le peuple est endormi. Le peuple est dans un état végétatif par rapport à ce que nous voulons. Mais que disons-nous au peuple? À un certain moment, allons aux élections. On va plus à partir de M. Félix Tshisekedi grâce aux élections. Non, on doit entrer dans le bureau de la CENI, du Sénat, de l'Assemblée nationale. Nous tapons à côté. Disons au peuple ce que le peuple doit entendre. Il faut déboulonner le système. C'est simple. Parce que si nous-mêmes... Dans vos propos, je reconnais un aveu de faiblesse, d'impuissance de l'opposition que vous, d'une certaine manière, vous représentez sur mon plateau. C'est-à-dire que vous avez failli à votre mission d'éveiller le peuple contre un pouvoir qui l'avait lié. Non, mais je peux l'avouer. Ouais. Nous avons failli... Vous pouvez demander pardon. Non, mais ne vous en faites pas. Je peux demander facilement pardon. Mais je dois me justifier. Pourquoi? Vous voulez vous justifier? Non, dites-moi un peu. Alain Bolodja parle de l'article 64. On me traite d'extrémiste par l'opposition. Voilà. Alain Bolodja dit attention, on ne doit pas aller aux élections. On dit non, ne soyez pas extrémiste. Les gens vont aux élections. Alain Bolodja dit nous devons conjuguer nos efforts ensemble pour faire sortir la population dans la rue afin de changer les rapports de force. Non, attendons d'abord l'installation des institutions. Oui, je reconnais n'avoir pas atteint mon objectif. Mais pourquoi? Parce que justement, il y a des gens qui ne jouent pas franc jeu. Il y a des gens qui souffrent le chaud et le froid. Vous êtes infiltré dans l'opposition. Alors, je me dis, non, attention, l'opposition est constituée essentiellement de membres du RASOP. Vous n'étiez pas au RASOP? Jamais. Jamais. Donc, ce sont des amis, les mêmes amis qui sont au pouvoir. Bien évidemment. Et les mêmes amis qui sont à l'opposition. Quand vous attaquez Félix Tshisekedi, mon frère, non, attention, après tout, c'est notre frère. Oui, c'est notre frère. Mais après, on fait quoi? Ça, ce sont vos collègues opposants qui... Et après, quand vous insistez, on les appelle. Non, Moni, Makambo, Bozolo, Azan de Konabino, Mamaguta, CPT, tout ça. C'est ça l'opposition? Non. Il faudrait que le peuple devienne lui-même l'opposition.
Le peuple doit s'opposer à ces systèmes. Parce que ce qui est vrai, je le disais souvent, le pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est comme un enfant envoûté à qui on donne un couteau. Je ne dis pas que Félix Tshisekedi est envoûté, mais comme un enfant envoûté à qui on donne un couteau. Il a un couteau. Le couteau, c'est le pouvoir. Ça peut vous servir à couper quelque chose en votre faveur, comme aussi ça peut vous couper vous-même. Félix Tshisekedi est en train de couper l'État. Il prend certaines résolutions, certaines décisions qui nous mettent à genoux. Parce que quand vous avouez que vous utilisez le FDLR, naturellement, au niveau international, on note que l'État congolais a soutenu le FDLR. Or, ce que M. Félix Tshisekedi vient de dire, il vient de confirmer ce que Mandela avait dit. Mandela avait dit quoi? Mandela avait dit que le gouvernement congolais est en train de financer la déstabilisation du Rwanda. Voilà pourquoi ça justifie les guerres dans la partie Est. Alors, comment pouvez-vous être aussi... Franchement. Bon, j'aurais appris que la nouvelle ministre des Affaires étrangères a travaillé au Rwanda dans le cadre de la coopération allemande GIZ avec l'actuel ministre rwandais des Affaires étrangères. Voilà pourquoi elle est complexée. C'est une information à vérifier. Non, mais voilà pourquoi elle est complexée. C'est une information à vérifier. Non, mais voilà pourquoi elle-même serait des mères congolaises et des pères allemands. Donc voilà un peu. Conflit d'intérêts. Voilà un peu. Apparemment, c'est ce qu'on avait dit à Moïse Katumbi. Si vous entrez en conflit entre deux États, vous allez lever l'option de soutenir quel choisir un État. Apparemment, c'est ce que nous vivons. Non, mais attendez. En ces moments précis, si moi j'étais à votre place, j'allais nommer quelqu'un qui est de l'ANER ou de l'ancienne des MIAP comme ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il va faire une diplomatie sécuritaire. Ne prenez pas des gens qui parlent français. Cette dame-là, elle est jolie. Elle serait la copine de la première ministre. Semble-t-il, elle est sur le quota de la première ministre. Cette femme, elle est jolie. Elle est de teint clair. Cette beauté ne va pas nous servir comme elle est de teint clair. Elle s'habille bien. Ouais, elle est jolie. Elle est jolie comme femme. Elle a une bonne taille aussi. Ouais. Alors, nous avons besoin de quels critères pour être ministre des Affaires étrangères pendant une situation d'insécurité? Très bien. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Aussi Nabiso, Augustin Kabouya Chilumba, le secrétaire général faisant fonction du président AI du parti, vient de désigner les animateurs de la commission d'identification de membres de la Convention démocratique du parti CDP qui sera convoqué dans le jour à venir. Un coup dur pour le frondeur de la paroisse de Sainte-Anne, qui voit Kabouya continuer à poser les actes, continuer à aller au siège, et la confusion ne fait que continuer. Le silence de Félix Tshisekedi dans cette affaire, c'est lui l'autorité de référence du parti. Pourquoi est-il si calme, silencieux, même s'il a dit non, mais cette situation va s'arranger, mais je crois que ce n'est pas suffisant pour calmer les jeux. Pourquoi il s'est tué? Pourquoi il n'agit pas? C'est ça la question que j'allais poser, pour en fait remettre de l'ordre dans la maison. Je suis intervenu sur cette question, je crois que c'était hier, chez Jean-Pierre KMB. J'ai vu des gens partager l'extrait. Et je pense que c'est ça, en fait, votre grand problème. Comment soutenir Kabouya? Non, c'est ce qu'ils ont dit? Non, mais c'est ce qu'ils disent. Je n'ai jamais dit. Mais vous avez analysé? Non, mais effectivement. Heureusement, vous avez compris. D'ailleurs, au cours de cet extrait, vous l'avez même critiqué. Non, mais naturellement, je ne pouvais pas faire ça. Vous leur avez proposé d'ailleurs de le pousser à la démission, parce que justement, l'essentiel des membres du parti ne se retrouvait pas dans sa gestion. Mais j'ai eu aussi à mettre en évidence la légalité. Que dans la légalité, c'est Kabouya qui devait effectivement vous donner le poste que vous exigez. Mais dans la politique, la réelle politique, ce n'est pas lui qui décide. Parce que quand vous dites que Kabouya ne vous donne pas de poste qu'il faut, mais vous accusez Félix Tshisekedi. J'étais parmi ceux qui pensaient, je suis parmi ceux qui pensent que Kabouya ne méritait pas être secrétaire général de l'UDPS. Mais vous l'avez choisi. Le premier acte le nommant, c'était un acte administratif.
qui a été revêtu d'une légitimité politique. Parce que la personne qui l'avait nommé, vous l'avez validé comme président AI. Deuxième élément, vous avez créé un consensus autour de sa fonction. Ils ont organisé un congrès un soi-disant mini-congrès qui l'a reconduit et qui a renforcé son pouvoir. Comme secrétaire général et président AI. Ouais. Naturellement, c'est vous qui avez fait de lui ça. Mais attention, vous pouvez lui retirer la confiance. Mais vous n'avez pas le droit d'annuler l'acte et le nommant. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez pris. Le principe de parallélisme et de forme et de compétences. Le fait seulement qu'il a été nommé, l'acte et le nommant a été signé par un AI. Il faudrait que ces AI-là existent pour annuler l'acte et le nommant. Nous sommes dans la légalité. Et c'est lui le AI. C'est-à-dire que c'est ça le piège. Vous avez tronqué votre démarche. Et naturellement, moi en tant que légaliste, en tant qu'un rationnel, je ne peux pas vous comprendre. Alors, j'ai dit, quand vous êtes en face d'une crise, la crise n'est pas Kabouya. La crise, c'est le dysfonctionnement du parti. La crise, c'est le dysfonctionnement du parti. Parce que le fait, c'est bon qu'il est là. S'il lui quitte, il trahit le parti. S'il lui quitte aujourd'hui le pouvoir, il trahit le parti. Parce que les personnes qui veulent imposer leur dictat n'ont pas qualité. Alors, quel est ce politicien qui peut démissionner et qui peut quitter la fonction du fait d'avoir été chassé par des gens excités? Soyons sérieux. Ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas que vous ne l'avez pas raisonné. S'il quitte le parti, il trahit le parti. Ou sinon, s'il quitte la fonction, il trahit le parti. Parce qu'après Kabouya, quel est le mécanisme statutaire, réglementaire prévu par vos statuts pour les remplacer? Il n'y en a pas. Il y aura un vide. Il y aura un vide. Parce que la personne qui sera désignée ne sera revêtue ni du pouvoir administratif, ni du pouvoir politique. Vaut mieux avoir Kabouya aujourd'hui et organiser le congrès que ne pas l'avoir et ne pas organiser le congrès. Qui va convoquer le congrès? C'est ça. C'est scientifique. Je voulais juste vous apprendre de b.a.-ba de la gestion des organisations politiques. Vous avez commis un péché en faisant partie Kabound. Si Kabound était au-dessus de Kabouya, il aurait le pouvoir de le faire partir. Aujourd'hui, l'autorité de référence, ou l'autorité suprême, pas de référence, l'autorité suprême du parti, est là, assis sur un arrangement politique et un acte administratif. Si vous lui retirez la confiance, il reste, parce que l'acte administratif n'a pas été abrogé. C'est ce que je vous dis. Moi, je n'entre pas dans votre débat. Parce que moi, mon souci, c'est quoi? Que l'IDPS disparaisse. Je tiens à vous dire. C'est ça votre souci. C'est ça ma prière. Ça fait plus de 30 ans. J'ai fait la même prière. Il faudrait que l'IDPS disparaisse. Mais je constate qu'avec maladresse, vous combattez ces messieurs. Moi, si j'étais à votre place, ça c'est une proposition. Formalisement, c'est en retard. Je nomme Kabouya comme vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Mais ça, c'est le président. Pas non, mais voilà. C'est lui, c'est ce qui est le problème. C'est lui l'hypocrite. Non, Kabouya a décliné tous les postes. Non, il serait obligé d'accepter. Si c'était une ordonnance. Non, mais voilà. Voilà, nous voulons faire partie Kabouya. Ah, comme nous voulons faire partie Kabouya, nous serons dans un cas exceptionnel. Je le nomme ministre de l'Intérieur. Naturellement, il doit abandonner la politique active. Je le remplace par un consensus politique. Parce que le fait d'avoir été nommé, il est frappé d'incompatibilité, ça annule l'acte administratif, le nommant. Et après, je le fais partir, je le chasse du gouvernement. En ce moment-là, on trouve une base. Il y a une base. Il y aura un vide. Non. Le fait seulement qu'il a accepté une compétence incompatible, les charges de l'État, ça annule l'acte là. Ça annule son acte. C'est comme ça que Félix Tshisekedi a vu son acte aussi être annulé. C'est lui qui était président choisi par le Congrès. L'acte des élections a annulé son acte du parti. Son acte a été annulé, même si Azo est battu. Son acte a été annulé. Il ne peut plus assumer la fonction de président du parti.
C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le loi du pays et les statuts. Voilà pourquoi, pour être agréé, on doit voir si votre statut est conforme à la Constitution. Alors, Kabouya ne pouvait partir que par un arrangement politique. Vous pouvez faire de lui ministre ou faire de lui un mandataire ou sinon vous justifiez sa présence dans un bureau de la CNI. En ce moment, vous allez dire, voilà, comme il est là-bas, vous faites semblant, vous le faites pas. Ou soit vous le suppliez de démissionner de lui-même. Oui, s'il démissionne, il annule l'acte. Ouais. Mais vous ne pouvez pas le forcer. Est-ce que dans tout ça, il n'a pas toujours la... Est-ce qu'il ne bénéficie pas toujours de la confiance du président Tshisekedi? Non, Félix Tshisekedi n'est pas sincère. Félix Tshisekedi souffle le chaud et le froid. Comme toujours. Hein? Ils pouvaient décanter la situation, mais ils veulent que la situation s'empire. Et si vous suivez ce qui a été dit, c'est Félix Tshisekedi qui est mis en cause. Les gens qui attaquent Kabouya attaquent Félix Tshisekedi. Mais profite de Kabouya pour passer le message. Non, ils veulent faire passer. Vous allez dire que yo ndimi ko ça biso mabe na comment mo tozo détruire yo kasio longwa parce que yo mto ça mabe. Parce que j'ai suivi les déclarations de Kabouya. 7 postes, Félix Tshisekedi et sa famille ont proposé 6 personnes. Lui n'a pas dit Félix Tshisekedi et sa famille. Ah, papa, lisez entre les lignes. Papa. Nani, ministre des Affaires étrangères, c'est Félix Tshisekedi qui l'a choisi. C'est ce que lui a dit. Ministre et intérieur, c'est Félix Tshisekedi qui a choisi. Il est de l'IDPS. Non, mais j'ai dit, tous sont apparemment de l'IDPS. Ouais. Ministre et infrastructure, premier ministre. Félix Tshisekedi qui l'a choisi. Ministre. Non, premier ministre, c'est au compté. Bamambo, gouvernement, Bamambo, Bapesaki Kabouya, Liaou, Acacia. C'est Félix Tshisekedi qui a choisi. Le ministre de la Recherche scientifique. 6. On vient au Sénat. Kabouya propose Idrissa Mangala de l'IDPS. Ouais. Bangoga bato ba obunisaye prend Sama. Bangoga bato ba obunisaye ba soutenir papa nani ouais Équateur nani Jonas Mukamba. Baboyi kandidat Aponi nani Aponi Mutute. Alors le problème est Ali Boy. D'ailleurs vous tous là que vous êtes là les gens de l'IDP. Je prie pour que vous disparaissiez dans la scène politique. Mais ce qui est vrai, si je vois l'injustice, je prends position. Ça c'est clair. Toujours. De la même manière, j'avais soutenu Kabunda. De la même manière, j'avais soutenu le vieux Moubake. De la même manière, j'avais soutenu Dindo. De la même manière, j'avais soutenu comment il s'appelle Jules Mouniere. De la même manière, j'avais soutenu Jekobea. De la même manière, j'avais soutenu l'autre là, le Bamingonani. Oh, Azara, moi, Bouillon Boué. Je le quitte. Ah, il était. Oh, Moudani. Fils Moukoko. Fils Moukoko. De la même manière, j'ai dit, c'est injuste de votre part parce que c'est que ce monsieur a fait pour vous. Si vous ne le reconnaissez pas, donc vous n'avez pas de bilan en fait. Et monsieur Sélé, un petit message à Félix Tshisekedi, le président de la République. Démissionner. Merci beaucoup Alain Bolodjoa Ibola. C'était notre invité de ce jour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Aussi Tozongi, de temps en temps. Vous voyagez dans le karaté. Tout ça, tout ça. On a un passeport. Vous voyagez dans le karaté. On a combinaison na loi ah, et pas maman Fifi. Ah, et comment il pas naé? Mais ça Congo non? Ah, préparer pour la 2028. Ah, ça la présidence. Et l'ongwe maman Soumino. Il va essayer de pour un temps. Tu vas préparer, le pouvoir est requêté. Tu vas préparer. Dans la Naboula, tu as mon pouvoir. Car c'est pas gérer bien. Ok, très bien. Tu aussi d'ici pour aller là. Merci beaucoup. Tu as Babylone, on a vu ça, Bana Mongo, tout ça. On a quand même fallu pour boire qui sont les bangas. Ah, boire qui hein? Ah, ben là, on a un Bana Mongo, Bana Mongo. T'es moi, je suis dans le gospel. Papa, yo le bakiao, non, en tant que politique, il faut des notions sur la culture. Non, j'en ai. Tout ça. J'en ai. So, comme président, vous aurez aussi besoin de faire avancer. Attends, pour nous, comme président, nous avons pour ça, le gars a populaire, ça va mais pour l'instant, c'est la peine la musique en minute. C'est guerre ici. C'est musique na biso ya ana mongo kuna. Bon c'est peu. Moi je suis dans le gospel. Très bien. Vous avez le gospel. Très bien. Martin Bakolepe à Otakiko Bunda, il a présenté ses ceintures. A présenté ceinture, j'espère que ça va promettre à 100 000. Pourtant, on va pas finir. Ah, soit écouter na mukonzi, faut moi il le ça. Un peu sur place. Pour à la peine à fond moko ana et d'après la culture.
Ah, ok. Ah, ça, promesse, ça, le promesse, ah, oui, mais c'est ça, mais bon, comme ce problème. Ah, on m'a bêta, ma faire quoi, ça va, KO. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis de partout. Abonnez-vous à la Télé News. Cette émission a été réalisée par Derek Loukeba. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.